Chiche pure, ils sont Alors, pas du tout. Vous parlez des dépendants. parents. Sophie Daou, vous êtes mère de famille, vous êtes porte-parole de l'association Jeunesse sans drogue. Alors, est-ce que vous appréciez le discours de Pierre-Paul Jacques qui... C'est un discours que j'ai l'habitude d'entendre, hein, Oui. et bien sûr. Mais moi, je crois que je me démarque un petit peu des personnes qui sont en face de moi. Des scientifiques présents sur ce plateau. Non, des oui. scientifiques, je connais leur discours et j'adhère. Enfin, je connais en tout cas leurs arguments. Mais c'est vrai que je me situe, moi, sur le plan de la prévention. Et moi, je suis obligée de constater, parce que d'abord, c'est arrivé chez moi, et parce que je constate au quotidien, puisque je fais de la prévention de drogue dans les écoles, que le cannabis fait des dégâts chez les gamins. Et ça, vous dites c'est arrivé chez moi, c'est-à-dire que c'est arrivé chez moi. Votre fils? Mon fils a commencé par le cannabis, et moi qui étais une enseignante et une psychologue, je n'ai rien vu de ce qui s'est passé chez moi. Je n'ai pas compris, je n'ai pas su analyser. Et pourtant, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de parents, même des parents médecins, quand ça arrive chez nous, on croit que c'est toujours pour les autres. Mais c'est arrivé chez moi et mon fils a été cassé par cette drogue-là. Et les autres ont suivi. En tout cas, pour lui, ça a été la porte d'entrée vers une toxicomanie. Quand vous dites cassé, c'est-à-dire que ce qu'on verra tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de marginalisation, c'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de déscolarisation. Ah oui. Les résultats s'en ressentent immédiatement. Ça a été le premier signe, en tout cas, qui nous a alertés, parce que c'était un élève brillant. Et en classe de première, sa scolarité a été une catastrophe. Et la suite de sa vie a été une catastrophe, d'ailleurs. Pourquoi c'est un garçon qui est devenu grand, oui, et qui a tout raté, qui est maintenant... qui passe la moitié de son temps en hôpital psychiatrique, le reste du temps chez lui, qui est complètement désocialisé, qui est schizophrène. Je crois que sa maladie est reconnue maintenant. On va me dire que sur... Il a quel âge? Il a 40 ans. 40. Et il est, alors qu'il avait un avenir brillant, scolairement, il était vraiment brillant. C'est un jeune qui maintenant est sous tutelle, qui est... Le cannabis a cassé sa vie. Je peux dire que le cannabis comme porte d'entrée vers quelque chose d'autre. Mais il a commencé à fumer du cannabis à quel âge? Il a commencé, je pense, les 1er juin en seconde. Et pendant vers 16-17 ans. 15-16 ans. Ah, oui. Et ça s'est aggravé, oui, il a accéléré sa consommation en classe de première. Et c'est là que les conséquences se sont vues. C'est d'ailleurs le cas souvent, puisque je fais de la prévention maintenant, je le sais, dans un premier temps, il y a une période où tout se passe bien. C'est ce qu'on appelle la lune de miel avec le produit. Et je ne vais plus en classe de 3e faire de la prévention parce qu'il y a trop de consommateurs qui en sont encore à la première partie de la consommation, c'est-à-dire une période de lune de miel où les choses se passent bien. C'est après que ça se gâte. Alors, je vois que votre témoignage, Mme Daou, provoque des réactions. Monsieur Galland, vous vouliez réagir au témoignage? Non, je veux dire tout simplement que c'est un problème quand on se met à parler de santé publique par rapport au cannabis, c'est toujours faussé quelque part, parce que les arguments sont des arguments qui sont en général caricaturaux. Effectivement, le cannabis peut déclencher des crises de schizophrénie, mais chez quelques personnes. Si son fils a vécu une mauvaise expérience, effectivement, je le regrette, mais pour des centaines de milliers de fumeurs de cannabis, combien vivent une expérience qui est traumatisante? Moi, je fume depuis 40 ans, j'ai autour de moi plein de gens qui fument, et ces gens-là ont un comportement tout à fait normal, ils sont intégrés dans la société, ils ont des enfants, leurs enfants en général... Vous vous sentez bien? Tout va bien? Bah, tout va bien, oui. Oui, on se bat à coup de statistiques, mais on me dirait qu'il y a 3% des gamins pour lesquels ça se produit. Quand la statistique est pour vous, c'est à 100% pour vous. Bien sûr. C'est pas les enfants des autres. Et tant que c'est les enfants des autres, on s'en fiche un peu. Moi, je vous avoue que si ça n'avait pas été mon fils, je ne me serais pas lancée depuis 15 ans dans la prévention. C'est mon gamin. Et je me bats pour les gamins des autres. Oui, Il y a aussi une légende à laquelle les uns et les autres, vous avez commencé à tordre le cou, c'est celle de l'escalade. Pendant longtemps, on disait que ceux qui commencent par du cannabis finissent plus tard par... Et c'est tout le problème de la dépénalisation du cannabis. On peut penser qu'on repousse la limite. Oui, Maître Caballero, l'usage est interdit en France, d'après la loi de 1970. Le problème du cannabis, selon moi, n'est pas les dangers du cannabis, qui est pas tellement... En tout cas, c'est pas prouvé qu'il est plus dangereux que l'alcool et le tabac, qui sont licites. C'est le droit du cannabis. Et ça, c'est un véritable problème de société. Car on discute d'une substance qui est classée depuis plusieurs années parmi les drogues les plus dangereuses de la planète, qui est interdite de tout usage, de toute production pour le petit cultivateur moderne, de toute distribution et de toute présentation sous un jour favorable. Or, je suis un adversaire de la dépénalisation, je suis partisan de la légalisation contrôlée. Parce que quand vous dépénalisez, c'est vrai que vous envoyez un signal qui est un peu sommaire. Vous avez le droit de fumer, embrassons-nous Folleville, mais on a le droit de fumer, mais on n'a pas le droit d'acheter, donc c'est un système qui est
incohérent. Ça voudrait dire qu'on aurait le droit de faire comme votre cultivateur moderne, d'avoir son plan de cannabis sur son balcon. Système. Je prétends, évidemment, ça devrait être un objet d'un débat, que la légalisation contrôlée pourrait contribuer très utilement au grand débat que nous vivons aujourd'hui dans les banlieues. Car dans les banlieues aujourd'hui, vous avez des zones de non-droit qui sont dues essentiellement au trafic de drogue et en particulier de cannabis qui est 80% du trafic. Vous pourriez également, si vous légalisiez le cannabis, rétablir une certaine compréhension entre la police et les jeunes, car la police passe son temps à les fouiller pour chercher s'ils ne sont pas porteurs d'une barrette de shit. Vous pourriez enfin créer 30 000 emplois dans le petit commerce, l'agriculture, l'industrie et les services, et ce seraient des emplois qui seraient pris au crime organisé, qui seraient pris à la délinquance, et qui éviteraient à la police, à la justice et aux douanes, qui luttent contre le trafic de cannabis, d'abord une efficacité redoutable. Et ça, pour vous, c'est une vision idéale de la société. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de substances cannabiques qui sont arrêtées par cette armada judiciaire, policière et douanière? On arrête et on interpelle 88 tonnes, on saisit 88 tonnes de cannabis en France l'année dernière. On en consomme 1000 tonnes, donc on arrête 5 à 10% du trafic. Donc vous n'avez qu'une armada qui est inefficace, qui remplit aussi les prisons françaises. Et je termine mon petit propos sur la santé publique. Avec un système de légalisation contrôlée, je ne me contente pas d'informer. Je suis assis sur une mine d'or. Aujourd'hui, le cannabis vaut 4 francs le gramme. C'est-à-dire un prix tout à fait excessif parce qu'il coûte 5 centimes à produire. C'est une mauvaise herbe qui pousse très facilement. Donc si je légalise, je dispose de moyens de faire de la prévention, de soigner le fils de madame, de créer des centres d'aide à la désintoxication. J'ai un financement et moi je rêve d'un ce qu'on appelle un monopole sanitaire et social. Car il y a eu des monopoles de distribution du cannabis en France. La France a vendu du cannabis au Maroc avec des monopoles pendant 50 années. Là, c'était en Tunisie et au Maroc. Donc c'était pas chez nous. C'est le Maroc qui nous envoie du cannabis. Tout à fait. Maintenant, on reçoit leurs produits et on les interpelle et on les arrête. C'est toute une économie d'ailleurs pour le Maroc. Donc je regrette que ce débat d'une certaine hauteur n'ait pas alimenté la campagne électorale. On va revenir sur la situation dans les banlieues. Justement, Monsieur Constantin, vous... Non. Je crois qu'on est passé très vite, trop vite, sur l'innocuité. On est directement monté au niveau du système nerveux central. On a ignoré les troubles pour le corps. Il faut quand même rappeler que le cannabis génère... Non, on les admet, ces troubles, puisqu'ils sont aussi là pour l'alcool. Mais on dit la meilleure manière de lutter contre eux, ce n'est pas la prohibition. C'est ça le discours. Il faut tout de même rappeler que le cannabis, dans sa combustion, génère 7 fois plus de goudron, de ces goudrons cancérigènes, qui sont à l'origine d'une large mortalité du fait du tabac. Oui, Coluche disait aux fumeurs, pendez-vous, ça ira plus vite. Il faut 30 ans entre le moment où on commence à fumer et le moment où on en paie le prix du cancer. Avec le cannabis, par contre, la fréquence de ces cancers va être beaucoup plus importante et la précocité de ceux-ci nettement plus marquée. Au niveau également de grossesses menées sous cannabis, qui sont hélas de plus en plus nombreuses. On constate des perturbations du développement in utero, mais ultérieurement du développement staturo-pondéral. Donc pour vous, Jean Constantin, il y a évidemment des conséquences, pas seulement neurologiques, mais aussi simplement sur le plan du corps. À ces données scientifiques, qu'est-ce que vous répondez? Ouais, d'accord. Moi, par exemple, dans ce que je connais, les gens que je connais des Rastaman en Jamaïque qui ont 60 ans, qui ont fumé depuis 50 ans, 40 ans, ils sont en pleine forme. Ils font des tours du monde tous les ans en faisant de la musique, tout ça. C'est une histoire de constitution. Vous mélangez constitution et produit, parce qu'en fait, quelqu'un qui est en forme et qui est en bonne santé, il peut fumer tout ce qu'il veut. Il peut même il n'y a pas de généralisation, Pierre-Paul Jacques. On ne peut pas faire de généralisation. Mais c'est parce que là, j'ai l'impression qu'il veut dire que dès qu'on va fumer, on va tomber malade. C'est faux. Non, on n'a pas dit ça. Et en tous les fumeurs de tabac ne deviennent pas cancéreux. Attendez, c'est surtout le tabac qui est nocif, en fait. En vrai, c'est ça. Sauf que le tabac... Est-ce que vous fumez du tabac vous-même? J'ai fumé du tabac. Bon, voilà. Vous fumez du tabac, donc vous connaissez, vous savez que c'est mauvais. Voilà, maintenant, je reviens à cette histoire de bouquins quand même, parce que j'en profite. Je trouve ça insoutenable de vous voir tous avec des feuilles d'herbe sur vos bouquins, en train de vendre le truc, en train d'en faire votre fonds de commerce. Vous n'avez jamais fumé un joint, et vous n'avez pas, à part madame quand même, qui a une... S'ils mettent la feuille sur leur livre plutôt que le rouler pour le fumer, en quoi ça vous gêne? En vrai, c'est ça. Mais ça me gêne pas du tout. Qu'est-ce qui vous gêne, le fait qu'ils mettent une photo? Non mais, parce que ils parlent du cannabis, ils connaissent les effets
fait scientifique. Parce que la couverture attire et pour vendre des bouquins. Mais non, ils vont pas vendre des... C'est pas ceux qui fument du cannabis qui vont acheter leurs livres, puisque c'est marqué danger. Mais oui, justement, danger avec la feuille d'herbe. Alors que quand on n'a jamais fumé, moi j'en reviens aux vieux rastaman de la Jamaïque et d'ailleurs, qui fument de l'herbe, eux, sans tabac pur, tout le temps, depuis toute leur vie, ils sont pas malades du tout. Et ils n'ont jamais de bronchite. Un avis scientifique de l'autre côté, monsieur Tassin. Parce que là, on est toujours dans la prévention qui cherche à faire peur. Et cette histoire de cannabis et de goudron contre le tabac, contre quoi est-ce qu'on a comparé les 7 fois plus de goudron? On les a comparés avec des cigarettes manufacturées. Je ne veux pas